Donc, bienvenue à ce webinaire Travailler et être aidant qui a lieu durant la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, comme je vous le disais, hein, les micros sont désactivés pour le moment et que le webinaire est enregistré il sera en replay sur la chaîne YouTube du SSTI 33. Et vous avez la possibilité de poser vos questions sur le fil conducteur sur le fil de discussion, et on répondra autant que possible, à vos questions et on répondra également à l'oral à la fin du webinaire. Alors avant de commencer par ça, ça y est, je suis perturbée par le fait de faire rentrer aussi les personnes. Je voulais quand même nous présenter, les acteurs qui sont présents avec moi. Donc moi, je suis Séverine Cornuet, je suis l'assistante sociale qui fait partie de l'équipe pluridisciplinaire du SSTI 33 et je suis accompagnée de madame Rouget, qui est chargée conseil et d'accès au droit à la CAF de Gironde. Il y a également madame Rocher et madame Vivas qui sont du CLIC de la porte de la porte du Médoc et de madame Manique et madame Jariot de Solutions Aidants. Donc ce webinaire fait suite à celui de lundi qui a été axé sur la définition du proche aidant et sur l'impact que peut avoir cette mission sur la vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons plutôt aborder les aides et l'accompagnement qui peuvent être apportés aux proches aidants. Donc je vais tout d'abord, faire une revenir sur la définition du proche aidant avec quelques exemples et puis aussi quelques chiffres. Puis nous aborderons les aides possibles avec le conseil départemental, les aides de la CAF, les aides de la sécurité sociale et enfin en tout cas de l'assurance maladie et les accords en entreprise et les lieux ressources. Ensuite, sur les différentes adresses des lieux ressources, notamment les lieux ressources de proximité. Et on terminera sur un échange. Alors, excusez-moi, je fais entrer quelqu'un. Voilà. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à couper votre micro pour qu'on puisse garder la qualité de l'audio du webinaire. Merci. Alors, donc, on revient sur la définition d'un aidant familial, hein. L'aidant familial qui a été reconnu par la loi dans le Code de l'action sociale et des familles depuis 2016. Donc, cette définition est celle-ci, est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, défini comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Alors, pour illustrer un peu cette définition, quelques exemples, notamment, voilà, une mère de famille, Sarah, 35 ans, ingénieure commerciale. Alors voilà, je m'occupe de mon fils qui présente des troubles moteurs, sans une journée de pause entre mon fils, mon travail et le reste de la vie de tous les jours. J'ai du mal à me concentrer au travail. Voilà, donc là, le témoignage d'une mère de famille. Là, nous avons le témoignage d'un époux et qui est aidant salarié. C'est Michel qui a 53 ans, qui est éducateur spécialisé et depuis plusieurs mois, il accompagne, son épouse en soins oncologiques, ce qui, le met régulièrement aussi en retard à son travail. Nous avons également Amira, 56 ans, secrétaire administrative. Elle s'occupe de son papa atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années et qui travaille maintenant à mi-temps. Noémie, 32 ans, gestionnaire immobilier. Concilier mon rôle d'aidante et ma vie professionnelle est un défi, mais je ne tiendrai pas sans mon travail. J'aime mon métier, mes collègues me soutiennent, mon employeur me fait confiance et me laisse m'organiser différemment lorsque ma mère a besoin de moi.
Donc ces exemples illustrent bien les journées, chargées des personnes qui aident un proche et qui multiplient également les casquettes dans une journée ou dans la semaine. Force est de constater que si l'employeur est à même de pouvoir accepter l'absence ou le retard d'un salarié aidant, cela ne peut que faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle de ce salarié aidant. Nous verrons un peu plus loin qu'il y a effectivement des possibilités de réduire son temps de travail par des aides financières, comme des allocations par exemple, pour compenser un minimum la perte de revenus. Je passe aux quelques chiffres. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 11 millions de Français, hein, qui prennent soin au quotidien d'un proche dépendant. 54% des aidants sont salariés. Plus de 5 millions de salariés concernés. Un salarié sur 6 en France. 57% des aidants sont des femmes. L'âge de l'aidant est compris entre 50 et 64 ans, majoritairement. 66% des aidants sont des actifs. Dans 55% des cas, l'aide est liée à une situation de vieillesse, devant les situations de handicap ou de maladie. Et enfin, dans 17% des cas, l'aidant consacre plus de 20 heures hebdomadaires à son proche. Donc, au regard de ces chiffres, un réseau d'aide et d'accompagnement s'est développé et continue de se développer afin de reconnaître le statut d'aidant familial ou de proche aidant. C'est ce que nous allons maintenant aborder, et notamment avec Madame Rocher et Madame Vivas, qui vont évoquer les services du conseil départemental, qui sont la MDPH et le CLIC. Alors bonjour à tous, je vais commencer moi par présenter la MDPH. Donc tout commence avec ce fameux dossier MDPH. Donc pour déposer une première demande, il faut remplir le dossier de demande à la MDPH, accompagné d'un certificat médical, d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. La MDPH, elle peut attribuer plusieurs aides. Donc, pour les enfants, ça peut être l'AEEH, l'allocation d'éducation d'enfants handicapés. Ça permet de subvenir, de vous aider financièrement, en tout cas, pour toutes les dépenses liées au surcoût en fait qu'engendre le handicap de l'enfant. C'est une aide donc qui est versée par la CAF. Pour les adultes, on retrouve l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui permet d'assurer quand même un revenu minimum pour les personnes qui sont dans l'incapacité de travailler ou du moins de travailler à plus de 50%. On retrouve aussi la PCH, donc la prestation de compensation du handicap. Donc là, on peut y retrouver l'aide humaine, donc à savoir soit une personne qu'on emploierait en direct, un service d'aide à domicile ou alors le proche aidant, qu'ils appellent l'aidant familial et qui peut être, alors on n'appelle pas ça une rémunération, mais plutôt une compensation du fait peut-être d'avoir diminué votre activité professionnelle ou du moins pour pouvoir dédommager l'aidant familial financièrement. La MDPH peut également octroyer des cartes priorité ou invalidité. Là, ça va être en fonction du taux d'incapacité déterminé. Et la carte de stationnement lorsque la station debout est pénible et que la personne a des difficultés pour se déplacer. Et on peut aussi attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour les personnes pour qui il y aurait besoin d'un aménagement de leur poste de travail ou de leurs horaires, par exemple. Donc effectivement, la MDPH, tous les dossiers sont traités à Mériadec, mais vous pouvez retrouver sur tous les secteurs de la Gironde un point d'accueil. Donc il y en a 9 répartis sur tout le département de la Gironde. Donc voilà, en fonction de votre lieu d'habitation, vous pouvez aller soit à Castelnau, Talence, Saint-André-de-Cubzac, Lanton, Libourne, Mérignac, donc là où on travaille avec ma collègue Madame Rocher, Lormont, Bordeaux ou La Réole. Voilà pour une présentation succincte de la MDPH. Donc, bonjour à tous, moi je suis Céline Rocher, je suis psychologue et coordinatrice au CLIC. Donc, je vais vous présenter un petit peu les missions du CLIC et faire un point plus spécifiquement sur le soutien psychologique à l'aidant. Donc, le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination.
gérontologique. Ma collègue et moi-même appartenons donc au CLIC Porte du Médoc, qui correspond à 14 communes, qui va de Mâcon à Saint-Jean-d'Illac. Le CLIC, c'est avant tout un lieu ressource pour les personnes de plus de 60 ans, pour leur entourage et ainsi que les professionnels. Donc, on a 4 missions. Une mission tout d'abord d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation. L'objectif, c'est de permettre un maintien à domicile dans des bonnes conditions, en tout cas dans les meilleures, ou alors de préparer une entrée en institution si cela est nécessaire. À cette première mission, on va s'ajouter une mission de coordination médico-sociale pour les situations qui nécessitent une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins à domicile. Donc, c'est un coordinateur de parcours qui se déplace, qui va identifier les besoins de la personne et mettre en place, en fonction des ressources du territoire, ce qui va pouvoir permettre de répondre aux besoins et faire du lien, de la coordination avec les différents professionnels qui vont intervenir dans la situation. Donc, ce travail va se faire en partenariat avec différentes structures, et notamment les CCAS, ainsi que les maisons départementales de solidarité du secteur, les MDS. Je reviendrai sur le soutien psychologique après. On a une troisième mission qui est une action collective pour les usagers. On travaille avec la CEPT, qui est l'association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires, donc sur le territoire de la Gironde, qui va notamment proposer des ateliers de prévention pour les personnes de plus de 55 ans, qui vont traiter du sommeil, de la nutrition, de l'activité physique, voilà, de différentes thématiques, du stress et de la gestion du stress également. Et ensuite, une dernière mission qui est une mission d'animation territoriale qui s'adresse aux professionnels de notre territoire, où on anime des réunions de sensibilisation. On a pu faire des réunions sur la sensibilisation au risque suicidaire, prochainement sur le girage, par exemple. Ce qui nous intéresse là, c'est la dimension des aidants. Donc, effectivement, au sein du CLIC, nous avons une mission de soutien psychologique à destination des aidants. Donc, vous avez 12 psychologues qui sont mis à disposition sur le département. Donc, vous avez une cartographie qui vous est présentée. Donc, pour les aidants de personnes âgées, mais aussi de personnes en situation de handicap. Par exemple, au sein du CLIC Porte du Médoc, nous sommes 2 psychologues, donc Madame Baraille et moi-même, qui intervenons pour ces 2 publics-là. Donc, ce soutien psychologique, il est gratuit. Il peut se faire à domicile ou au sein de nos antennes, ou par téléphone si l'aidant n'est pas disponible sur ces 2 modalités-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un espace de parole, un espace d'élaboration de ce que c'est qu'être aidant, de ce que ça signifie pour soi, de la façon dont ça impacte aussi pour moi au quotidien. Essayer de se recentrer aussi sur ses propres besoins et comment on fait pour y répondre. Donc, dans le cadre de l'aidant aux personnes en situation de handicap, il faut que la personne accompagnée ait des droits ouverts ou en cours d'ouverture au niveau de la MDPH. Voilà, c'est un point plus particulier. On est également dans la coordination locale avec les différents réseaux de partenaires qui peuvent intervenir également dans le domaine des seniors ou des personnes en situation de handicap. Voilà globalement. Je repasse le lien à ma collègue qui va faire un point sur les conférences familiales. Voilà, Madame Vivas. Oui, donc là, c'est ce qu'on va vous présenter, les conférences familiales, ce n'est pas propre au CLIC ou à la MDPH, c'est un dispositif donc, qui est répandu dans plusieurs pays. En Gironde, il est mené par le département de la Gironde. Donc, en fait, les conférences familiales, c'est vous avez un problème ou l'un de vos proches a un problème. Il peut solliciter le département. Donc, ça peut être un travailleur social qui vous parle de ce dispositif
ou voilà, de vous-même en tout cas, vous pouvez solliciter sur le site gironde.fr une demande de coordination de conférences familiales. Tous les coordinateurs formés aux conférences familiales de la Gironde recevront votre demande. Et à partir de là, il y aura un coordinateur qui sera mandaté, en gros, pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, il faudra que vous racontiez le problème, que vous disiez quelles personnes de votre entourage vous pensez pourront être présentes lors de ces conférences familiales pour vous aider en fait à résoudre ce problème. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être le voisinage, des amis. Donc, le coordinateur, il va contacter les différentes personnes que vous souhaitez inviter à cette conférence familiale. Il va voir avec vous le lieu et la date que vous souhaitez voilà, pour faire cette conférence familiale. Donc, vous allez tous vous regrouper ensemble avec le travailleur social, si besoin. Et du coup, donc, la problématique sera de nouveau posée en groupe lors de la conférence familiale. Et après, travailleur social, coordinateur, tout le monde s'éclipse et on vous laisse vraiment entre vous pour discuter de la problématique. Et le but, c'est de trouver ensemble, avec votre entourage, des solutions, des pistes d'action pour apporter une solution aux problèmes rencontrés. Une fois que vous avez discuté, que vous avez mis en place un plan d'action lors de cette conférence familiale, le coordinateur revient avec vous pour faire le point, voir avec vous ce que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Si oui, avec quels moyens? Voilà, ça permet vraiment de poser les choses et de se mettre des échéances. Et à la suite de ça, il y a un bilan qui est dressé. Le coordinateur n'intervient pas après pour la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc, c'est vraiment à la famille, à l'entourage proche de jouer chacun son propre rôle pour aider la personne voilà, qui avait une problématique. Et après, il y a un bilan qui peut être fait 6 mois, 1 an après, pour savoir voilà, si ça a été solutionné ou pas. Après, voilà, en général, ça ne nécessite pas de deuxième conférence familiale. Souvent, les problématiques trouvent les réponses avant même des fois la conférence familiale. Mais voilà, il faut vraiment s'appuyer sur la communication et le dialogue au sein de sa famille et de son entourage proche. Voilà. Et donc, pour solliciter ce dispositif, ça se passe sur le site gironde.fr. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages et s'ajoutent, comme vous pouvez le voir sur la slide, d'autres aussi lieux ressources, hein, des lieux ressources comme les CCAS, hein, le centre communal les centres communaux d'action sociale, la plateforme de répit, le relais des aidants, ce qui est sur Mérignac, et puis également Solutions Aidants vous avez aussi les actions sociales de l'AGICARCO, hein, l'organisme de retraite complémentaire. Donc toutes ces structures vous informent, évaluent les besoins, orientent, soutiennent les professionnels, les aidants, les aidés, en proposant des actions de prévention, des ateliers entre aidants, des solutions de répit, et tout ça en coordonnant les différents professionnels et les structures et également en accompagnant aux démarches, des aides sociales et financières. Je pense par exemple à un atelier auquel a participé un aidant. Heu, il aidait son père en perte d'autonomie. Il avait des soucis, enfin, il avait mal au dos et par exemple, il a participé à un atelier sur le port de charge afin de pas se faire mal au dos lorsqu'il, lève son père ou quand il fait sa toilette. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai également proposé, enfin, en tout cas, je l'ai informé sur l'aide proposée par la CAF, notamment le congé de proche aidant. Parce qu'en effet, la sécurité sociale, a créé différents types de congés pour les aidants. Et donc je vais vous présenter là en tout cas, on va vous présenter le congé de proche aidant, qui permet donc de suspendre son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Alors tous salariés, hein, le demander sans condition d'ancienneté. La durée maximum du congé de 3 mois, il peut être renouvelé. Toutefois, c'est très important, le congé ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière. Parfois, il y a des accords collectifs d'entreprise, ou de branche ou encore de la convention collective qui peuvent être plus favorables.
qui viennent un petit peu s'ajouter à ce qui existe dans le droit commun. Donc ce congé, c'est à l'initiative du salarié. La demande est à adresser à l'employeur par courrier en recommandé, au moins avant 1 mois avant la date de départ en congé envisagé. Toutefois, si le congé peut débuter sans délai s'il est justifié. L'employeur ne peut pas le refuser, le salarié suspend son contrat de travail, il ne perçoit plus de revenus, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, qui est versée par la CAF. Très important, à l'issue de ces congés, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Rougier pour évoquer l'allocation journalière de présence parentale. Du congé proche aidant. Présence parentale, ça sera plus tard. Là, c'est congé sur l'allocation proche aidant. Alors donc, l'allocation, donc je vais donc vous parler de cette allocation journalière proche aidant qui, donc l'objectif donc c'est, dans le cadre donc de ce congé proche aidant, de compenser une diminution de revenus qui est liée à des absences, ponctuelles d'activité ou assimilées pour s'occuper donc d'un proche, en perte d'autonomie. Hem, Cette allocation, journalière donc proche aidant, ce n'est pas une prestation familiale. Alors les prestations, familiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, ne sont pas imposables, mais comme l'allocation journalière n'est pas une prestation familiale, elle est, mais un revenu de remplacement, donc elle est bien, soumise, au remboursement de la dette sociale, à la contribution sociale généralisée et elle est également imposable. Alors donc quelles sont les conditions, pour pouvoir en bénéficier? Alors on va voir les conditions à la fois pour l'aidant et à la fois, pour l'aider. Tout d'abord pour l'aidant, heu, donc l'aidant, c'est une personne physique, alors qui a un lien étroit avec l'aidé. Ça, c'est vraiment très important. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être le conjoint, l'ascendant, un descendant, un collatéral, mais ça peut être également une personne qui n'a pas de lien familial avec l'aidé. L'important, c'est qu'elle ait un lien étroit avec cet aidé. Il y a des conditions alors administratives, je vais pas m'attarder, mais, au niveau de la CAF, vous savez, il y a toujours des conditions à remplir. Le fait de résider en France, bien sûr, et d'avoir, pour des étrangers, un titre de séjour. Hem, donc pour en bénéficier, donc, il faut que donc la personne, aidante ait suspendu totalement ou ait réduit son activité, hein. Il n'est pas nécessaire d'arrêter totalement son activité et on l'a vu donc, pour les personnes donc, salariées, c'est dans le cadre d'un congé proche aidant. Ça peut être également demandé pour des personnes pardon, ça peut être demandé pouvez-vous revenir en arrière? Pour des personnes qui ont une activité indépendante, ça peut être demandé pour des personnes qui sont en formation professionnelle rémunérée ou également pour des personnes qui sont au chômage. On le verra donc qui, du coup, auront une indemnisation qui ne seront pas sur la totalité du mois, mais qui peuvent être, on pourra verser cette allocation par journée, pour une partie du mois. En ce qui concerne l'aidé, donc voilà, les mêmes conditions administratives et cette personne donc doit avoir alors une reconnaissance par la MDPH ou par la CPAM supérieure ou égale à 80 ou ou bien être un adulte, une personne pardon de plus de 60 ans, qui ait reconnu GIR. Alors le GIR donc c'est le groupe, ISO Ressources, c'est mis en place et c'est, déterminé par le conseil départemental. Il y a des GIR de 1 à 6, sachant donc la personne de là doit être reconnue avec un GIR de 1 à 4 et donc dans les GIR, le GIR 1 est pour les personnes qui sont les plus handicapées, voilà, et le GIR 6 pour les personnes qui le sont le moins.
Alors, comment on procède? Au niveau de la CAF, alors il faut faire donc une demande. Pour les personnes qui sont ce qu'on appelle allocataires, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà connues au niveau de la CAF, elles peuvent le faire, donc sur le caf.fr par téléprocédure, ou ça peut être également elles peuvent télécharger le formulaire et nous le transmettre, donc par courrier. Pour les personnes qui ne sont pas connues, pas allocataires, ça sera forcément avec un formulaire papier. Donc pour être un peu plus précis, donc en fonction des catégories professionnelles, alors pour chaque catégorie, de toute façon, il y aura cette demande, d'allocation journalière de proche aidant à faire. Dans le cadre d'un congé proche aidant pour les salariés. Et comment ça va se passer? En fait, c'est l'employeur qui fournira à la CAF le nombre de jours d'absence de la personne et la CAF versera donc autant de jours d'allocation que de jours d'absence. Pour les personnes en formation professionnelle, là, il y aura nécessité d'interrompre le stage. Avec donc un justificatif de l'organisme de formation. Pour les chômeurs indemnisés, donc ces personnes, pareil, devront le signaler à Pôle emploi et déclarer donc le nombre de jours qu'elles ont prises pour s'occuper de leurs proches et Pôle emploi donc la CAF versera le nombre de jours d'absence et Pôle emploi versera la différence. Pour les personnes, VRP, les travailleurs indépendants, on leur demandera une attestation mensuelle sur l'honneur pour indiquer le nombre de jours qu'elles estiment d'absence pour s'occuper de leurs proches. Alors, c'est une allocation qui ne dépend pas des revenus, donc tout le monde peut demander cette allocation. Le droit démarre le mois de la demande et il pourra être versé alors la durée de ce droit, elle est de 66 jours ou si c'est des journées ou donc 132 demi-journées et ce qui est important, c'est que c'est sur l'ensemble de la carrière de l'aidant. On peut, par mois, verser 22 jours maximum et cette allocation, évidemment, s'arrêtera donc lorsqu'on aura atteint, les 66 jours. Si l'aidant change de situation professionnelle, hein, par exemple, s'il se retrouve sans activité, voilà, à ce moment-là, on ne versera plus cette allocation, hein, puisque le principe de cette allocation, c'est de compenser une perte de revenus. Hein, donc des personnes qui sont sans activité, sans revenus, il n'y a pas de droit à cette allocation. Ou bien lorsqu'il y a une fin de congé proche aidant. Ou une fin de prise en charge, évidemment, de la personne aidée. Cette allocation donc journalière de proche aidant, elle se cumule, donc on n'en tient pas compte, elle peut se cumuler avec le RSA et avec la prime d'activité. Et par contre, elle ne se cumule pas. Elle est prise en compte dans le calcul de l'AH, et dans les ressources donc annuelles, hein, puisqu'elle est imposable et elle ne se cumule pas avec l'allocation journalière de présence parentale que l'on va voir par la suite, avec le complément d'AEH. Donc avec l'AEH, on en a parlé, il y a une AEH et il y a des compléments d'AEH. Donc ça ne se cumule pas avec les compléments et pas non plus avec ce qu'on appelle la prépare, qui est la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui est versée dans le cadre d'un congé parental. Et par contre, si l'aidé rémunère l'aidant avec la prestation de compensation du handicap ou l'APA, l'allocation journalière de proche aidant ne sera pas due. Les montants mensuels, donc les montants sont identiques que l'on soit en couple ou que l'on soit isolé et c'est un montant donc journalier de 62,44 € ou 31,22 € par demi-journée et mensuellement, donc si on paie les 22 jours, elle s'élèvera à 1 373,68 €.
Merci Madame Rougier. Ça y est, nous arrivons à ce fameux congé de présence parentale que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, en plus de l'allocation du congé proche aidant, il y a ce congé de présence parentale qui permet aux salariés de s'occuper d'un enfant à charge de moins de 20 ans, dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Donc, tout salarié sans condition d'ancienneté peut en faire la demande auprès de son employeur au moins 15 jours avant la date souhaitée de début du congé. Le salarié suspend son contrat de travail. Pendant ce temps-là, le congé est attribué pour une période de 310 jours, ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap, dans la limite maximale de 3 ans. C'est un congé qui est fractionnable et renouvelable. Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale. Et toujours le même principe qu'à l'issue de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Je vais laisser de nouveau la parole à Madame Rougier pour évoquer l'allocation journalière de présence parentale. Donc cette allocation de journalière de présence parentale, elle apporte en fait une aide financière, à un parent qui va, soit réduire, soit interrompre son activité. Mais il n'y a pas nécessité d'interrompre totalement l'activité et donc pour rester donc auprès de son enfant qui sera ou malade ou accidenté ou handicapé. Cette allocation n'est pas soumise à condition de ressources, donc toute personne peut le demander, quel que soit, le montant de ses revenus. Les conditions donc, elle peut être versée pour un enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc il y a un enfant qui est à charge de sa famille et il va falloir donc, arrêter ponctuellement son activité professionnelle, donc au moins quelques jours par mois. On va distinguer alors plusieurs situations. Pour les personnes qui sont salariées, c'est donc dans le cadre d'un congé de présence parentale. Pour les chômeurs indemnisés, ils seront donc dans une situation où ils cesseront toute recherche, d'emploi. Les démarches dans ce cas-là à faire, c'est de prévenir Pôle emploi, qu'on est dans le cadre de ce congé et alors on nous dit que tous les chômeurs, indemnisés ou indemnisables sont éligibles, à cette allocation. C'est-à-dire que, par contre, il faudra que ces personnes, pour pouvoir en bénéficier, il faut que ce soit une personne qui ait un droit potentiel à Pôle emploi. Un droit potentiel donc à indemnisation, chômage. Ça peut être, elle peut être versée également donc pour des personnes qui sont en formation professionnelle rémunérée et dans ce cas-là, comme pour le congé proche aidant, on va leur demander de cesser totalement leur formation. Et elle peut être également, demandée pour des personnes donc VRP non salariées, employés de maison et dans ces cas-là, on leur, demandera une attestation sur l'honneur pour indiquer le nombre de jours, de cessation d'activité dans le mois. Les démarches donc, ça peut se faire donc c'est toujours, hein, sur lecaf.fr. Qu'on soit donc déjà connu, allocataire ou non allocataire. Il faudra donc télécharger et imprimer le formulaire et dans ce formulaire, il y a une partie à compléter par, la famille et une partie à compléter par le médecin, qui va attester de la nécessité de la présence d'un des parents auprès de l'enfant. Il faudra joindre également un certificat médical qui sera cacheté, donc qui ne sera pas visible, hein, au niveau de la CAF, qui sera transmise, ce certificat qui sera transmis directement au médecin conseil de la CPAM. Et bien évidemment, donc pour les personnes, qui sont salariées, faire une demande de congé de présence parentale auprès de l'employeur. Et donc pour les demandeurs d'emploi, en informer Pôle emploi. Cette
Donc cette allocation, elle est ouverte pour chaque enfant, donc qui remplit les conditions au sein du foyer. Et alors, comment ça se passe? On détermine en fait une période de 3 ans. Et dans cette période de 3 ans, les personnes auront droit à 310 jours d'indemnisation qui peuvent être prises. Donc, on ne les prend pas nécessairement sur tout un mois. L'intérêt, c'est de les prendre quand on a besoin. Parfois, ça peut être quelques jours dans le mois, parfois davantage, où on aura donc besoin de jours pour ça, enfin de jours d'arrêt pour s'occuper d'un enfant. En général, c'est le médecin fait une attestation pour une période de 6 mois à 12 mois et donc ensuite il la renouvelle. Voilà, donc par mois, cette allocation, elle est limitée à 22 jours. On verra les montants, hein, par la suite, et elle peut être fractionnable pour les salariés. Ça peut être, on peut le prendre par journée ou par demi-journée, ce qui permet une certaine souplesse. Et ce qui est important, c'est qu'elle peut être prise si c'est un couple, par chacun des 2 membres du couple. Alors, il faudra que chacun, donc si son salarié, par exemple, demande un congé de présence parentale, mais on pourra verser alternativement au titre de l'un ou l'autre des parents, dans la limite par mois de 22 jours. Voilà, donc là, je ne vais pas y revenir, hein, donc 3 conditions: le dépôt de la demande avec le certificat médical, l'attestation médicale et la prise de jours de congé dans le cadre d'un congé de présence parentale. Donc pour les salariés, comment ça se passe? À la fin de chaque mois, la personne nous fournit une attestation de son employeur qui indique le nombre de jours d'absence, au titre de ce congé de présence parentale, et la CAF donc verse le nombre de jours d'absence. Juste une précision, quand même, quand on parle de 310 jours, il faut savoir que, ces 310 jours, il peut y avoir un renouvellement de cette allocation, hein, donc ça peut aller au-delà des 310 jours que l'on a vus précédemment. Assorti à cette allocation, il y a aussi une allocation qui s'appelle un complément pour frais. Alors, cette allocation donc, elle est versée, on n'a pas vraiment de liste exhaustive, de la nature des frais qui sont pris en compte, mais donc c'est tous les frais complémentaires, qui peuvent être, faits dans le cadre de la maladie ou du handicap d'un enfant. Voilà, alors il y a quelques exemples, on donne quelques exemples. Ça peut être des frais de transport, hein, lorsque l'enfant est hospitalisé loin de son domicile. Ça peut être des frais d'hôtel, par exemple, hein, un enfant est hospitalisé dans une autre ville, des frais d'hôtel pour les parents. Ça peut être des médicaments donc non remboursés, des soins à domicile, ce qu'on appelle des produits de confort, voilà, vitamines, des pommades, des médicaments correcteurs d'effets secondaires de chimiothérapie, ou l'achat donc d'équipements, spécifiques. Hein, il faut savoir que voilà, on ne demande pas, la personne indiquera qu'elle a un complément pour frais, et voilà, dans un premier temps, on ne demandera pas nécessairement de justificatif. Les barèmes donc, donc là, il y a, montant donc de cette allocation journalière de présence parentale. Donc elle est de 62, c'est le même montant que l'allocation journalière proche aidant, hein. Elle est donc de 62,44 €, pour un couple ou une personne isolée par jour, ou 31,22 € par demi-journée. S'il y a une absence sur la totalité du mois, donc on peut aller jusqu'à verser donc 1 373,68 €. Elle peut être majorée, donc il y a une majoration, une autre allocation qui existe pour les personnes vivant seules, qui se rajoute à ce montant-là. Et donc, le complément pour frais, le montant par mois, il est de 119,41 €, ou plutôt 118 € après le remboursement de la dette sociale par mois. Donc par rapport au cumul, donc on ne peut pas cumuler cette allocation
avec l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, l'AEH. Elle est cumulable, alors, pour le prendre comme ça, elle est cumulable avec l'allocation d'éducation d'enfants handicapés de base, mais elle n'est pas cumulable avec les compléments d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui sont attribués quand les enfants, donc on a un taux de handicap un peu plus important, et elle est cumulable avec le RSA. Donc elle n'est pas prise en compte dans le calcul du RSA. Elle ne se cumule pas donc avec le complément d'AEH, elle ne se cumule pas avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant, donc qui est cette allocation qui est versée dans le cadre d'un congé parental, qui est versée entre la naissance et les 3 ans de l'enfant. Mais il faut savoir qu'on peut étudier les deux en parallèle et que chaque mois, on versera la plus intéressante, la plus favorable pour la famille. Et enfin, elle ne se cumule pas avec l'allocation d'adultes handicapés. Mais c'est pareil, on peut chaque mois, on fait les deux calculs et on prend la prestation qui est la plus favorable. Merci Madame Rouget pour ces éclairages-là. Je voulais vous présenter un dernier dispositif de l'assurance maladie, qui est appelé le congé de solidarité familiale, qui permet d'assister un proche dont le pronostic vital est engagé ou en phase avancée ou en phase terminale. Le congé est d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois sur une période allant jusqu'à 6 mois. Il y a une possibilité de période à temps partiel ou fractionnée. Il n'est pas rémunéré par l'employeur, mais une allocation d'accompagnement est versée par la assurance maladie et elle est possible sous certaines conditions. Je vous invite à aller sur le lien qui est indiqué. Il sera aussi indiqué un peu plus loin dans le support de webinaire pour que vous puissiez un petit peu aller voir les conditions. En tout cas, tout salarié sans condition d'ancienneté peut en bénéficier. On passe aux exemples que peut avoir mis en place votre entreprise, des accords spécifiques que peut avoir mis en place votre entreprise sur, par exemple, avec l'accord qualité de vie au travail ou encore l'accord égalité et mixité professionnelle ou d'autres intitulés d'accords ou peut-être dans la convention collective. Voilà, vous pouvez vous renseigner auprès de votre employeur ou un délégué du personnel, par exemple. En tout cas, à titre d'exemple, il y a par exemple le don de jour, qui est un dispositif pouvant être applicable aux parents d'enfants gravement malades, ainsi qu'aux proches aidants des personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Il y a également des congés supplémentaires lorsqu'on a besoin d'être présent pour soigner un enfant malade. Alors, c'est à titre d'exemple. Là, il y a des jours additionnels qui pourraient être attribués en fonction des situations particulières. Par exemple, aux mères, aux pères d'un enfant en situation de handicap et aux personnes ayant un enfant à charge en situation de handicap, quel que soit le nombre d'enfants à charge. Ou alors la possibilité de cumuler des congés enfants malades non utilisés au cours d'une année, dans une certaine limite de jours pour les parents ayant un enfant en situation de handicap. Des aménagements du temps de travail aussi peuvent être réfléchis. Des entreprises peuvent accorder des journées ou des demi-journées aux salariés aidants qui accompagnent leurs proches. Du télétravail qui va aussi permettre de concilier l'aide apportée à son proche et va permettre de faciliter la vie professionnelle et personnelle. Alors nous allons terminer par vous indiquer en fait les différents lieux ou ressources qui œuvrent dans l'aide et l'accompagnement des aidants. Alors, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, hein, mais en tout cas, elle vous permet de connaître les structures qui peuvent vraiment vous informer en local, en national également. Donc, vous avez par exemple, c'est ce qu'on a déjà pu dire dans ce webinaire, hein, le centre communal d'action sociale du lieu de votre domiciliation. Vous avez aussi le conseil départemental, hein, avec tous les services qu'il peut proposer.
avec la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, les maisons départementales de la solidarité, hein, les MDS, puis également les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination. Vous avez la plateforme Autonomie Senior, qui est sur Bordeaux, le relais des aidants, qui est sur Mérignac, Solutions Aidants, qui est là parmi nous. Puis vous avez la CAF et puis également le SSTI 33. N'hésitez pas à contacter le centre rattaché à votre entreprise si vous souhaitez rencontrer le médecin ou l'assistante sociale. En tout cas, il faut appeler le centre rattaché à votre entreprise. Et dans cette dernière slide, on vous présente les différents sites internet qui peuvent être utiles et qui reprennent les éléments qu'on a apportés dans ce webinaire et qui vous permettront de poursuivre vos recherches, vos propres recherches. Donc voilà, des sites du gouvernement, des sites officiels du gouvernement, surtout les aides qui peuvent être apportées aux personnes âgées, aux personnes handicapées, toutes les aides qui peuvent être octroyées aux proches aidants avec la CAF, sur le site Amélie aussi. Vous avez justement aussi là, j'ai repris le lien pour le congé de solidarité familiale. On n'en a pas parlé là, mais il y a également Action Logement pour certaines entreprises. Si votre entreprise cotise auprès d'Action Logement, ce qu'on appelait le 1% patronal, le 1% logement, il y a le prêt travaux pour l'adaptation du logement aussi. Si vous habitez avec une personne en situation de handicap, il peut avoir un prêt travaux que vous pouvez demander auprès d'Action Logement. Solutions Aidants, on a remis aussi leur site internet. Il existe aussi Ma Boussole Aidant, qui est l'Argicarco a participé à la création de ce site, qui vous informe vraiment sur tous les contacts, les lieux ressources qui pourraient vous concerner, les conférences ou les aides qui peuvent être possibles. Voilà, il y a une barre de recherche où vous pouvez vraiment rechercher en fonction de votre problématique les différents lieux en ressources proches de chez vous ou proches de l'aider. Voilà, nous en avons terminé sur ce webinaire sur travailler et être aidant, les aides qui peuvent être apportées. C'est le temps des questions, si vous en avez. Je n'ai pas pu regarder sur le fil de discussion s'il y en avait, mais n'hésitez pas là, à ouvrir vos micros pour qu'on puisse échanger. Il reste encore quelques minutes, je dirais 10 minutes pour qu'on puisse échanger. Alors apparemment, oui, il n'y a pas de questions sur le fil de discussion. N'hésitez pas à prendre la parole avant de partir. C'est le moment de pouvoir échanger. Le clic est là, Solutions Aidant est là, la CAF est là. Alors, il y a une question. Les tarifs que vous indiquez, oui. Alors, le tarif indiqué, il n'y a pas de brut ou de net en tant que tel, ou alors on va dire c'est le net, puisqu'il n'y a pas de charges qui vont être enlevées, si ce n'est, comme il était expliqué, que le montant perçu devront être déclarés au niveau des impôts. Voilà. Alors, en tout cas, pour l'allocation journalière proche aidant, ça se déclare. Pas pour l'allocation journalière, par contre, de présence parentale. Voilà. Alors, oui, il y a sur certaines allocations ce qu'on appelle le remboursement de la dette sociale. Donc, les montants qui ont été indiqués, on faisait état des montants après remboursement de la dette sociale. Donc là, c'est du net en quelque sorte. Mais il y a quand même des retenues qui sont faites sur certaines prestations. Ouais. Merci à ceux qui partent.
Effectivement, on a essayé d'être le plus clair possible, le plus précis. En tout cas, pas vraiment dans la précision non plus, parce que ça pourrait durer très, très, très longtemps. C'est vrai qu'il y a mais en tout cas, on a essayé d'être, de voir une vue d'ensemble de ce qui peut exister. Parce que ça se développe beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, dans le fil de discussion, les personnes nous remercient. Merci aussi d'être venus en tout cas. Pas de souci, merci beaucoup. Pour les personnes qui restent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui commencent à partir, donc le groupe commence à être plus réduit. Si ça vous permet de pouvoir prendre la parole plus facilement, n'hésitez pas. Alors, il est demandé si on peut avoir les coordonnées des organismes cités. On a tenté de les mettre à la fin du webinaire. Hein. Il sera en replay, vous pourrez les avoir. Vous aurez le support parce qu'il est enregistré et il sera sur le replay, en replay sur la chaîne YouTube du SSTI 33. Je vais envoyer un mail aussi à tout le monde avec un questionnaire et il y aura le lien. Ou en tout cas, voilà, sur YouTube, SSTI 33, vous trouverez. Ah merci, si ça a pu être intéressant et surtout vous éclairer, c'était un peu l'objectif. OK. Pour les derniers participants, est-ce que vous voulez qu'on échange vous avez des questions ou un échange, un avis à apporter? Bon, apparemment, on a réussi à remplir notre objectif, hein, ça c'est chouette. Bonne journée à ceux qui partent. À bientôt. Bon, je vais conclure alors, hein, sur ces deux webinaires, Travailler et être aidant, qui portait sur la définition du statut d'aidant, sur l'impact que cela provoque sur la vie professionnelle et personnelle et sur les aides et l'accompagnement qui existent. Je souhaitais vraiment remercier Madame Rouget, chargée de conseil et d'accès au droit à la CAF de la Gironde, Madame Rocher et Madame Vivas du CLIC de la Porte du Médoc, de Madame Manique et Madame Jariot de Solutions Aidants, pour nous avoir apporté leur éclairage précieux sur ces deux webinaires. Je pense qu'on a réussi notre objectif. J'en suis ravie d'avoir pu aussi enregistrer ces deux webinaires pour que ceux qui n'ont pas pu être présents puissent le regarder. Donc, je vous rappelle, hein, que ce webinaire sera en replay, hein, sur la chaîne YouTube du SSTI 33 et qu'un questionnaire de satisfaction va être envoyé par mail dès que possible. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.